Un pouvoir sans aucune limite. Ça fait un peu froid dans le dos, non? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une idée de génie qui a été inventée justement pour empêcher ce genre de cauchemar, la séparation des pouvoirs. La question, elle a l'air toute simple, mais la réponse, waouh, elle a littéralement changé la face du monde. Comment on fait concrètement pour être sûr qu'un gouvernement, qui est là à la base pour nous protéger, ne se retourne pas contre nous? C'est vraiment le grand dilemme qui a tourmenté les esprits les plus brillants pendant des siècles. Et pendant très très longtemps, la réponse à cette question, c'était, rien. Il n'y avait pas de réponse. Face à un roi tout-puissant, la seule chose qui pouvait vous protéger, c'était sa bonne humeur du jour. La justice, c'était le bon vouloir d'un seul homme. C'est quand même fou d'y penser. On plonge donc au cœur du problème, l'époque du pouvoir absolu. Une période où celui qui faisait la loi et celui qui l'appliquait étaient une seule et même personne. Et cette petite phrase, elle résume tout le danger. Pensez-y. Si une seule personne peut faire et défaire la loi, qu'est-ce qui l'empêche de la modeler à son avantage? Une loi qui est juste le lundi peut devenir totalement injuste le mardi, juste parce que le roi s'est levé du mauvais pied. C'est ça, le pouvoir arbitraire, ce risque permanent. Mais voilà qu'au XVIIIe siècle, une étincelle va tout allumer. C'est le siècle des Lumières. On commence à tout questionner, à remettre en cause l'autorité et surtout à mettre la raison humaine au centre de tout. Et là, attention, c'est un changement total de paradigme. C'est un 180 degrés. L'idée qui s'impose, c'est que la loi, en fait, elle ne vient ni de Dieu ni du roi. Non, elle doit venir de la raison. Elle doit être logique, juste, la même pour tout le monde. C'est une révolution, mais dans les têtes cette fois. Et cette révolution intellectuelle, elle a eu ses architectes. 3 penseurs, en particulier, vont dessiner les plans d'un tout nouveau système pour enfin mettre des limites à ce pouvoir arbitraire. Le premier sur notre liste, c'est un Anglais, John Locke. On le considère souvent comme l'un des tout premiers à avoir théorisé le libéralisme. Alors Locke, son idée, elle est juste explosive pour l'époque. Il parle des droits naturels. En gros, il dit « Écoutez, la liberté, la propriété, tout ça, ce ne sont pas des cadeaux que le roi veut bien nous faire. Non, ce sont des droits qu'on a dès la naissance, c'est inné. Et donc, le rôle du gouvernement, ce n'est plus de nous accorder des faveurs, c'est de protéger ces droits qui existent déjà. » On traverse la Manche maintenant pour retrouver notre deuxième architecte, une figure majeure en France, Jean-Jacques Rousseau. Avec Rousseau, on monte encore d'un cran. Lui, il va s'attaquer au cœur du réacteur. Qui a le droit de faire la loi? Et sa réponse, c'est la fameuse volonté générale. Pour lui, c'est simple, la seule loi légitime, c'est celle qui vient du peuple, de tout le monde. Et là, c'est énorme. Le pouvoir change de main. Il ne vient plus d'en haut, du roi, mais d'en bas, de la nation. D'accord, on a donc une bonne raison de limiter le pouvoir, merci Locke. On a une nouvelle source pour ce pouvoir, merci Rousseau. Mais comment on organise tout ça en pratique? C'est là qu'intervient notre troisième homme, Montesquieu. Et voici sa solution de génie. Une solution qui est, encore aujourd'hui, le pilier de nos démocraties, la séparation des pouvoirs. Son constat est hyper lucide. Il dit, en gros, que n'importe qui avec du pouvoir finira par en abuser. C'est humain. Donc, l'unique solution, c'est que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est brillant de simplicité. Alors voyons d'un peu plus près ce plan. Comment ça marche en pratique? Vous allez voir, c'est une mécanique d'une logique presque parfaite, entièrement pensée pour l'équilibre. En fait, la structure est super logique. On divise le pouvoir en 3 blocs bien distincts. D'abord, le législatif, pensé au Parlement, son job, c'est de créer les lois. Ensuite, l'exécutif, le gouvernement, qui lui applique ces lois. Et enfin, le judiciaire, les juges, les tribunaux, qui s'assurent que la loi est bien respectée et qui tranchent en cas de problème. Mais le vrai coup de génie, ce n'est pas juste de les séparer, c'est de les forcer à se surveiller les uns les autres. C'est un système de freins et de contrepoids. Par exemple, le Parlement peut renverser le gouvernement. Mais la justice, de son côté, peut bloquer une loi votée par ce même Parlement si elle n'est pas conforme à la Constitution. Vous voyez, chacun tient l'autre en respect. Et c'est cet équilibre, parfois fragile, qui est le gardien de nos libertés. Bon, une idée, même géniale, si elle reste dans un livre, ça ne sert pas à grand-chose. Regardons maintenant comment cette théorie a complètement bouleversé le monde réel. Et ce passage de la théorie à la pratique, il va être spectaculaire. On est en 1789, en pleine Révolution française. Et là, noir sur blanc, dans la Déclaration des droits de l'homme, on écrit « La loi est l'expression de la volonté générale ». La phrase de Rousseau. D'un coup,
Ce n'est plus juste une idée dans un livre, ça devient la pierre angulaire de tout un pays. Quand on prend un peu de recul, le parcours est juste incroyable. On part d'une théorie audacieuse au XVIIIe siècle, elle devient le moteur d'une révolution, et aujourd'hui, elle est la base de la plupart des démocraties sur la planète. S'il y a une chose à retenir, c'est que ce concept n'a rien d'un vieux souvenir poussiéreux. C'est aujourd'hui encore notre bouclier le plus efficace contre les abus de pouvoir. C'est ce qui garantit que personne, même pas l'État, n'est au-dessus des lois. Et tout ça, ça nous amène forcément à une dernière question. Une question pour aujourd'hui et pour demain. À l'heure des géants du numérique qui ont un pouvoir immense, à l'heure de l'intelligence artificielle qui demain prendra peut-être des décisions, comment on fait? Comment on adapte? Comment on réinvente cet équilibre des pouvoirs pour notre siècle? C'est le grand défi qui nous attend. La discussion ne fait que commencer.